Salut, mon nom c'est Éric Renaud. Je suis propriétaire d'une compagnie à Montréal de développement logiciel qui s'appelle Les Solutions Modelon, où on accompagne nos clients justement pour bâtir des solutions Internet, ou cloud ou mobile. Puis en même temps, je suis parti un startup qui s'appelle Datickler. Donc ça c'est super intéressant. L'idée c'est qu'on va essayer de bâtir quelque chose dans l'espace de la productivité personnelle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça nous mène. Excellent. Puis, tu es très intéressé par les problèmes d'authentification qu'on voit présentement. Oui, ben c'est ça. Ces dernières, je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions où ce qu'on a vu dans les journaux ou dans les médias, qu'il y a du monde qui ont perdu des mots de passe. Puis quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour, stocker des mots de passe dans une base de données? Donc, n'importe qui a accès au disque dur ou au système ou au serveur, on est capable de juste dire, moi, je vais extraire le mot de passe des 3 millions d'utilisateurs. On ne parle plus de 5 ou 6 personnes, on parle des millions d'utilisateurs dans le monde de l'Internet. Ce que je me suis donné, c'est les clients avec qui j'aide avec des projets et tout ça, c'est leur parler d'authentification, c'est quoi les nouvelles façons de faire, justement, pour essayer de se prémunir de ça. Puis, la première chose que je vois, c'est que, il faut arrêter de stocker les mots de passe. Il y a plein de services sur Azure, sur Amazon, ou des tierces parties, là, des indépendants, qui offrent des services pour dire, écoutez, arrêtez de gérer vos mots de passe. Puis après ça, il faut aussi gérer tous les problèmes. Par exemple, ton utilisateur a oublié son mot de passe, il faut mettre en place un call center parce que peut-être quelqu'un ne sait pas comment changer son mot de passe. Donc, il y a des tiers services qui aident à tout gérer ces problèmes-là. Puis je pense vraiment que le monde, là, j'en fais beaucoup dernièrement, c'est un add-on, mais aider mes clients ou sur leur projet à aller vers cette direction-là, puis amener toute une nouvelle idée de comment est-ce qu'on devrait gérer l'authentification en 2016. Autre que d'avoir des tierces parties, peut-être quelle autre chose qu'il faut porter attention au niveau de... Donc, je dirais que, les choses à garder en tête quand on fait de l'authentification, c'est qu'il y a deux choses. Il y a authentification et autorisation. Authentification, c'est qui es-tu? Et autorisation, c'est qu'est-ce que tu as le droit de faire dans un système. Es-tu un administrateur? Es-tu un utilisateur? Es-tu un power user? Et au niveau de l'authentification, donc qui es-tu? Il faut réussir à identifier une personne. Donc, les choses qu'il faut faire là-dedans, c'est si on stocke des mots de passe, ne jamais stocker le mot de passe. Il faut utiliser quelque chose qu'on appelle un hash. Un hash, c'est tout simplement une fonction mathématique qu'on applique sur ton mot de passe qui fait que je ne suis jamais capable de retrouver les vraies lettres de ton mot de passe. On dirait que c'est de la cochonnerie, on dirait que c'est quelque chose que je ne peux pas reconnaître. Puis l'idée, c'est une fois qu'on a fait ça, au moins là, je peux stocker mes mots de passe. Puis même si quelqu'un vole les mots de passe, il n'est pas capable de retrouver le vrai texte qui correspond à ce symbolisme-là. La deuxième chose, c'est valider que vos utilisateurs existent. Ça serait poche que dans un système qu'on développe, quelqu'un s'inscrit avec le email, par exemple, à Bill Gates. Puis là, nous, on le laisse rentrer dans le système parce qu'on n'a pas vérifié que cette personne-là appartenait réellement ce compte courriel-là. Donc ça serait un petit peu décevant. Donc c'est pour ça que je pense que dans les nouvelles applications, on voit beaucoup « tu as utilisé ton mot de passe, un courriel, parfait. On va t'envoyer un courriel, puis pourrais-tu, s'il vous plaît, confirmer que c'est vraiment à toi ce compte-là? Puis si tu n'es pas capable de le confirmer, tout simplement, on détruit ton compte par après. » Ça permet de justement se sauver quelques étapes. La troisième affaire, ça est super important, c'est ce qu'on appelle le Two-Factor Authentication. Donc, l'idée, c'est, le mot de passe, c'est quelque chose que moi je connais. C'est quelque chose qui est dans ma tête, puis quelqu'un pourrait, à la limite, regarder mon écran ou le hacker ou le sniffer ou peu importe sur le réseau. Mais l'idée, ça, c'est quelque chose que je connais. Si cette personne-là trouve mon mot de passe, là, il faut faire quelque chose d'autre. Je dois trouver quelque chose que j'ai. Donc, mon téléphone, c'est quelque chose que j'ai qui peut générer, par exemple, un texto. Je reçois un texto et je dois taper quelque chose qui était sur mon téléphone dans le système pour m'identifier au fond. Si je perds et mon téléphone et que quelqu'un a réussi à voler mon mot de passe, c'est sûr qu'il va pouvoir avoir accès au système. Mais habituellement, là, je vais remarquer que mon téléphone me manque. Là, je pense qu'en 2016, tout le monde a un téléphone et on ne peut pas vivre 5 minutes sans ce device-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'assurer qu'on utilise ces mécanismes-là qui sont en place chez la plupart des gros joueurs. Hotmail l'offre, Google l'offre, toutes les solutions d'entreprise aussi offrent ce genre de mécanisme-là. Donc, ça vaut la peine d'investir dans ce genre de mécanisme. Est-ce que tu penses que les gros joueurs devraient encourager plus par certaines tactiques de l'utilisation de ce service-là qui est sous-utilisé? Oui, c'est une super bonne question. Effectivement, les compagnies, je pense qu'ils devraient mettre en place des nouvelles... Pas des lois, il n'y a rien de légal dans tout ça, mais vraiment mettre des policies en place, un framework où que les utilisateurs doivent se prémunir de ce genre de mécanisme-là pour travailler. Le problème, c'est naturellement, on ne peut pas garantir aujourd'hui que tout le monde a un téléphone cellulaire. Donc, ça devient un petit peu plus dur, mais en même temps, je pense qu'il faut faire des choix dans la vie. Puis, en quelque part, on peut dire, vous devez avoir un mot de passe pour accéder à certaines fonctions.
Il y a aussi une façon de ségréguer, par exemple, de dire les administrateurs, eux, sont forcés d'avoir ce genre de mécanisme-là en place, puis les autres personnes, eux, on va les laisser aller parce qu'on a d'autres mécanismes en place pour dire « Ah, c'est drôle, toi, tu as des accès du Brésil, tu n'étais pas au Brésil la semaine dernière, peut-être qu'on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ton compte. » Donc, je sais que des compagnies comme Microsoft, Azure, etc., ils offrent en même temps, autour de leur offre d'authentification dans leur service, ils offrent tout ce service-là, justement, de dire « Ah, il y a quelqu'un qui a essayé de hacker ton compte, il était au Brésil, c'est-tu vraiment ça? » Ou « C'est drôle, on a reçu 1000 tentatives d'accès sur ton compte en dedans de 5 minutes. » Ça n'a pas l'air d'être un humain. Donc, l'idée, c'est justement, quand on utilise des services, c'est toutes des choses comme ça qu'on n'est pas obligé de coder dans nos propres systèmes. C'est là la plus-value de ces services-là. Puis, est-ce que tu as peut-être une suggestion pour comment balancer? Parce que là, de plus en plus, on a 10 000 comptes partout. Puis que là, il faut pas que tu... Théoriquement, tu essaies de ne pas réutiliser les mêmes mots de passe, mais se rappeler 10 000 passwords, c'est difficile des fois. As-tu des suggestions pour ça? Malheureusement, on vit la transition. Donc, comme cette semaine, disons, il y a beaucoup de sites web qui nous forcent encore à utiliser un username puis un mot de passe, quelque chose comme ça. Mais de plus en plus qu'on avance, surtout avec le monde du mobile, on nous dit utilisez votre compte Facebook, utilisez votre compte Hotmail, utilisez votre compte Google, parce qu'on se dit ces compagnies-là ont déjà tout en place pour protéger votre identité. Parce qu'ils gèrent des millions d'utilisateurs, donc on peut assumer qu'ils sont bons à faire ça. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que nous, on développe ça. Puis on appelle ces protocoles-là OAuth. Donc l'idée, c'est que je suis dans mon petite application mobile. L'application mobile me dit « Identifie-toi ». OK. Je vais m'identifier avec mon compte Facebook. On t'amène sur la page web de Facebook. On s'identifie dans Facebook. Donc, on sait que Facebook, c'est un mécanisme relativement sécuritaire. Puis ensuite, Facebook va renvoyer à notre application ce qu'on appelle un jeton. En anglais, ils disent un JWT pour un JSON Web Token. Puis l'idée, c'est que ce jeton-là, c'est un jeton qui dit « Pendant les 25 prochaines minutes, je certifie que Éric Renaud s'est bien branché, puis qu'on lui donne accès à l'application mobile qu'il est dedans. Donc, je ne peux pas prendre le jeton et l'envoyer dans une autre application parce que l'audience, elle est différente. Puis après 25 minutes, il y a deux choses qu'il faut faire. Tu dois revalider ton jeton pour dire « Hey, est-ce que Éric Renaud, est-ce que son compte a changé, son compte a été barré ou ces choses comme ça? » Donc, c'est magique qu'on peut l'utiliser, mais il faut utiliser justement ces capacités-là de vérification de jetons, s'assurer qu'ils sont valides. Puis on échange après ça les jetons constamment pour dire bon, ben, je vais aller chercher un nouveau jeton, je jette l'ancien, puis le nouveau jeton, il est bon pour un autre 45 minutes. Donc c'est un peu comme ça que toutes les nouvelles technologies fonctionnent. Ça va garantir au fond qu'on a 1, 2 ou 3 mots de passe, Facebook, Google, Twitter, peu importe. Puis après ça, on va être capable de vraiment réutiliser ces identités-là dans toutes les applications, tous les services qu'on utilise. Mais ça semble comme un bon choix. On va espérer qu'il y a plus d'applications et de services qui utilisent un système avec des jetons. Merci pour ton temps. Merci, au revoir.